Chers amis, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau dialogue de Maguelone. Nous continuons à travailler notre thème de l'espérance, et s'il y a bien un sujet sur lequel l'espérance est souvent malmenée, c'est celui de l'immigration. Et l'immigration est en plus un sujet qui est peut-être encore plus délicat que la bioéthique en début et fin de vie. Tant ça crée de clivages. Et il y a une sorte de religiosité, j'ai l'impression, autour de l'immigration, avec ces fanatiques, pro-immigration, anti-immigration. Et j'espère qu'il y a ce soir et les pro-immigration et les anti-immigration, sans vouloir les stigmatiser, et que nous allons pouvoir nous entendre. En fait, le but de ces dialogues est de pouvoir non pas réfléchir les uns contre les autres, ne pas avoir raison contre les autres, mais de pouvoir mieux penser ensemble. Au fond, nous avons chacun nos domaines de compétences. Il y a ce soir, j'imagine, pas mal de personnes de la CIMAD qui connaissent bien les textes de loi, qui les ont épluchés, qui les vivent au quotidien avec les personnes qu'elles accompagnent. Il y a les personnes tout simplement qui vivent et qui ont à cœur que notre pays reste une terre d'accueil, une terre d'asile. Et puis, comme le dit régulièrement Didier Lesky, finalement, notre société est partagée entre ceux qui considèrent que la France est devenue une forteresse imprenable et d'autres qui pensent que la France n'est plus qu'une passoire. Et le but de ce dialogue ce soir, c'est d'aller au-delà de ces clichés, au-delà de ces postures. Parce que l'immigration est un fait, tout simplement. Au XIVe siècle avant notre ère, sur la tombe du général Horemheb, qui deviendra pharaon, on trouve cette inscription, XIVe siècle avant notre ère. Beaucoup d'étrangers qui ne savent pas comment vivre sont venus. Leur pays meurt de faim et ils vivent comme les bêtes du désert. J'espère qu'il y a ce soir des gens qui interviendront avec conviction, vigueur peut-être. Je ne sais pas si la passion ou l'affection oui, disons qu'elle est la bienvenue, mais on essaiera de faire en sorte de vraiment s'écouter sur un sujet qui est particulièrement délicat. Pendant 3/4 d'heure, un dialogue entre nous deux, j'essaierai de faire entendre quelques éléments théologiques pour voir comment ils rentrent en résonance avec un praticien de l'immigration et de l'intégration. L'OFI a ses deux missions, immigration et intégration, donc nous traiterons les deux volets, puis ensuite, jusqu'à 20h, la parole sera à vous pour un échange, et comme cela, ça permettra, je pense, de pouvoir brasser tout l'éventail de ce sujet. Il y a sur le petit livret que vous avez, outre le curriculum vitae et la bibliographie, et je vous recommande vraiment celui-ci. Ce tract Gallimard est vraiment très intéressant. Il contient des éléments historiques, il contient des éléments chiffrés, il contient des récits, il contient des convictions. Il est, à mon avis, un ouvrage indispensable pour cette question-là. Et je crois que c'est assez mesuré et à la fois assez engagé pour irriter et assez écrit sous la plume d'un expert pour que ça alimente la réflexion. Voilà, donc c'est vraiment recommandable. Il y a aussi Migration, la France singulière, qui est un petit complément utile, même si l'essentiel est en fait dans celui-ci, sans vouloir trahir. Et puis Didier Lesky a aussi été chef du bureau central des cultes, et donc une conférence à 3 voix avec Régis Debray et Jean-François Colosimo a donné l'occasion de cet ouvrage qui peut être aussi intéressant, République ou barbarie. Vous avez de toute façon tout sur vos livrets. Alors, les questions de migration, nous, en christianisme, c'est quelque chose qui est finalement assez structurant. Les fils de Jacob vont en Égypte parce qu'il y a une famine. Jacob et Benjamin vont en Égypte pour motif de regroupement familial. Moïse et les Hébreux fuient la tyrannie égyptienne. Les Israélites qui sont au nord vont dans le territoire de Juda au sud parce qu'il y a l'invasion assyrienne.
Les habitants de Juda vont à Babylone parce qu'ils sont déportés. Et avant cela, il y avait Abraham qui avait été dans Ur en Chaldée et qui s'enfuit en quelque sorte du domicile familial pour s'épanouir, non pas parce qu'il fuit la famine, non pas parce qu'il fuit la tyrannie, mais puisqu'il a besoin de s'épanouir loin de son père, loin de sa maison familiale. Quant à Paul, c'est un grand nomade, il parcourt tout le bassin méditerranéen pour évangéliser. Il a même failli périr en mer comme beaucoup de migrants. Peut-être qu'on pourrait commencer par avoir un peu une sorte de présentation des différentes migrations aujourd'hui au niveau mondial. Quelles sont les causes de migration, quels sont les principaux facteurs de migration avec quelques chiffres. Et puis, pour ce qui concerne la France aussi, commençons par avoir un peu des éléments chiffrés, si vous voulez bien. Merci. Il faut peut-être juste... Oui, c'est ça. Non, comme ça, oui, c'est bon. Monsieur le pasteur, d'abord, merci pour cette invitation. Je suis toujours très sensible à des débats, justement, où on essaye de dépasser la passion, même si nous savons tous que dès qu'on parle d'immigration, on a affaire à des femmes, à des hommes, à des enfants et à des difficultés humaines que personne ne peut ignorer. Et moi-même, comme fonctionnaire, avec toutes les difficultés de la tâche, je n'ignore pas. Et puis, vous avez parlé de l'Égypte, comme on est le deuxième soir de la sortie d'Égypte, c'est le deuxième soir de Pessah aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais c'est un peu le moment justement de réfléchir à ce que ça veut dire que d'être dans une situation d'oppression et d'être obligé d'en partir avec, bien évidemment, quelque chose qui n'est pas comparable puisque... enfin bon, on y reviendra peut-être. Alors, pour les chiffres, même si je crois que l'immigration est d'abord une question sociale avant d'être une question de chiffres. Pour les chiffres, l'Europe est un grand continent de l'immigration et la France en particulier dans cette Europe est depuis longtemps un grand continent d'immigration. Je vous renvoie aux travaux par exemple de François Héran sur la longue durée. On a une spécificité française que n'ont pas d'autres pays. Mais la particularité de l'Europe et dans l'Europe, l'Union européenne, c'est le fait que nous avons une grande variété humaine, culturelle, qui ne cesse de s'accentuer depuis un certain nombre d'années. Et on a une reprise très importante de l'immigration depuis le début du XXIe siècle, avec des pays qui sont... qui reçoivent des proportions différentes. La France n'est pas le pays qui reçoit le plus d'immigrés. Immigrés de travail, immigration familiale, immigration étudiante et demande d'asile. C'est ça les quatre éléments centraux d'immigration. L'Europe a de ce point de vue-là des situations très différentes, même si par exemple la France voit sa part d'immigrés augmenter très fortement depuis le début du siècle. Un immigré, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger, dont certains peuvent obtenir la nationalité française. Ils sont comptés dans l'immigration. C'était 7% d'immigrés au début des années 2000. Aujourd'hui, on est à 11%, mais des pays comme la Suède, et on pourrait y revenir puisque ça fait partie des difficultés, ont vu une forte proportion d'immigrés arriver. La Suède, c'était 10% d'immigrés en 2000, c'est aujourd'hui 20%. Et d'autres pays d'Europe qui étaient pendant très longtemps plutôt des pays d'émigration sont devenus des pays d'immigration. On peut penser à l'Espagne, à l'Italie, au Portugal, avec des problématiques particulières puisque les immigrés ne vont pas n'importe où. Il y a une tradition de l'immigration en fonction de communautés établies, de l'histoire des pays, le fait que nous ayons un passé colonial qui n'est pas glorieux a amené des populations particulières à venir avec des problématiques qui sont différentes de pays qui ont des immigrations, par exemple, qui viennent des anciens pays de l'Est. Je pense par exemple à l'Allemagne. La particularité de la France par rapport à d'autres pays, même l'Angleterre, c'est que la majorité de nos immigrés aujourd'hui viennent du sud du monde. Il y a eu un basculement de l'immigration en termes démographiques à partir de la fin des années 80. Jusqu'à la fin des années 80, la majorité des immigrés en France viennent du sud de l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Algériens, par exemple, mais aujourd'hui, la particularité de notre pays, c'est d'avoir cette proportion d'immigrés venant du sud du monde plus forte, même majoritaire, que dans d'autres pays, avec une immigration qui, pour partie, est peu ou pas formée. Alors,
les principaux vecteurs d'immigration en Europe comme en France, c'est d'abord de l'immigration légale. Il faut toujours faire attention quand on parle d'immigration, de ne pas la rabattre intégralement sur une immigration qui est particulière, qui passe par la demande d'asile, mais qui est une immigration pas régulée. La majorité de l'immigration en Europe est une immigration régulée, et régulée au point que, comme je l'ai dit, nous sommes le continent de la diversité humaine. Il y a plus d'immigrés en proportion dans la population en Europe et dans l'Union européenne qu'il n'y en a en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. On est comparable à l'Amérique du Nord ou à l'Océanie. Bon. Et c'est d'abord de l'immigration régulée. En 2012, le nombre de nouveaux titres de séjour dans l'Union européenne, c'est 1,5 million. On est monté à 3,5 millions. Voilà, de titres de séjour, c'est-à-dire d'immigration régulée. Avec ces dernières années, une forte augmentation de l'immigration de travail, ça touche aussi la France, 50 000 titres de séjour l'année dernière au titre de travail, sur 320 000 nouveaux titres de séjour l'année dernière, dans lequel il y a 100 000 étudiants, et puis la part de l'immigration familiale. Et dans ce contexte d'immigration régulée, qui est une particularité de l'Europe, on veut venir en Europe soit parce qu'on a des liens familiaux, soit parce qu'on a des perspectives de travail, soit parce qu'on pense à juste titre que la vie y est meilleure. Il y a une immigration qui est plutôt dérégulée, anarchique, si j'ose dire, qui fait peur aux populations et qui est tout l'enjeu, par exemple, du pacte migratoire européen qui a été adopté ces derniers jours. Alors, on y reviendra, mais les chiffres sont quand même toujours utiles. Je crois avoir lu sous votre plume qu'il y aurait, aux frontières de l'Europe, finalement, 320 000 personnes qui seraient susceptibles d'être irréguliers, en quelque sorte. Non, alors, les chiffres sont toujours un peu complexes parce que l'année dernière, il y a eu plus d'1 million de dépôts de demandes d'asile. Mais dans ce million de dépôts de demandes d'asile, il y a un chiffre particulier qui est le nombre de personnes repérées passant la frontière sans qu'on leur demande, si je veux dire, c'est 380 000 l'année dernière, mais qui sont en partie inclus dans la demande d'asile. Mais la difficulté, c'est qu'on peut avoir des personnes qui passent les frontières de l'Union, mais qui ne s'inscrivent pas dans l'asile. L'exemple type, ce sont les Algériens et les Marocains. Les Algériens et les Marocains sont les deux premières nationalités qui traversent la Méditerranée pour aller en Espagne. La particularité des Algériens et des Marocains en France, c'est qu'ils s'inscrivent peu dans la demande d'asile. Donc ils ne sont pas dans le million, si vous voulez, et en même temps, ils sont repérés comme étant les personnes qui sont passées. On peut y rajouter les Tunisiens qui, pour plusieurs années, ont été la première nationalité traversant la Méditerranée pour aller en Italie. Les Tunisiens déposent peu de demandes d'asile. Voilà. Et donc, l'idée qu'il n'y ait que 380 000 personnes qui, l'année dernière, auraient franchi les frontières de l'Union, c'est un chiffre qui n'a pas de sens. Oui. Non, mais je pensais justement de manière non régulière. Ça ne fait pas un motif pour craindre d'être submergé, en quelque sorte. Non, mais... Ce qui est étonnant, c'est qu'on se focalise sur cette population en se disant... Alors maintenant, on ne parle plus de grand remplacement, mais on parle de submersion. C'est peut-être un petit peu exagéré, quand même. Moi, je ne parle jamais de subversion, de grand remplacement, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Mais faites attention, un demandeur d'asile, il rentre dans l'Union sans qu'on lui demande. Donc quand je vous dis qu'il y a plus d'1 million de personnes qui sont rentrées dans l'Union pour déposer l'asile, ils n'ont pas eu l'autorisation avant de rentrer dans l'Union de rentrer dans l'Union. Ils sont rentrés dans l'Union. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se limiter à ceux qui sont repérés, je dirais, par les polices aux frontières. Voilà. Parce que les 380 000, c'est à peu près ça. Mais les autres sont rentrés quand même sans qu'on leur demande. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une part de légitimité à rentrer, puisque la France, c'est le pays qui a inventé l'asile, depuis la Révolution française, avec cette idée que l'asile, c'est la protection des combattants de la liberté qui sont opprimés dans leur pays d'origine. Voilà. La difficulté de l'asile aujourd'hui, c'est qu'elle est investie par des personnes qui ne relèvent pas de la Convention de Genève et qui viennent pour des raisons économiques. Et là encore, on peut prendre deux chiffres. En 1973, la demande d'asile en France, c'est 3 000 personnes. L'année dernière, toutes catégories confondues, c'est 167 000. Et dans ces 167 000,
on a des nationalités qui ne relèvent pas de la Convention de Genève, mais qui relèvent d'autres choses sur lesquelles on reviendra, parce que il y a un rapport avec la technique, puisque voilà, vous avez dit que j'avais écrit quelque chose avec Régis Debray. Bon, au XXe siècle, si vous voulez, la migration, elle est favorisée par la démocratisation du train. Voilà. Au XXIe siècle, la migration est favorisée, mais avant peut-être déjà, par la démocratisation du transport aérien. Voilà. Hein, et ça joue, si vous voulez. On a eu pendant plusieurs années en France comme première nationalité inscrite dans l'asile les Albanais, les Géorgiens, dès qu'ils ont eu le droit de rentrer dans l'Union sans visa. Bon, ils arrivaient par Beauvais, c'est-à-dire par des vols low cost, et l'allocation que versait l'OFII au titre de l'asile remboursait 3 fois l'aller-retour, si vous voulez, Tirana-Beauvais, si vous voulez. Donc voilà, ça joue. Hein. Et du reste, dans le transport aérien, dans l'économie du transport aérien, la Turkish Airlines est devenue une des premières compagnies au monde, mais parce qu'elle a favorisé la migration en faisant d'Istanbul le hub, hein, des passeurs pour aller après vers l'Union de ceux qui viennent de pays musulmans en particulier. Je continue un petit peu avec... Alors en fait, c'est plus le micro qui compte que la direction. C'est-à-dire, je m'adressais là, mais je vais aussi m'adresser à ma droite. Ouais. C'est parce que spontanément, j'ai plutôt tendance à m'adresser à ma gauche. Je reviendrai dans le débat. En fait, oui, c'est plus une question de micro, parce que ce que vous entendez, c'est ce qui passe par les haut-parleurs, pas ce qui vient en direct. Voilà. Très bien, on va garder les micros à proximité. Il y a la CIMAD qui a fait une opération t-shirt que j'ai trouvé assez sympathique, avec un slogan « Il n'y a pas d'étrangers sur Terre ». Alors ça m'a amusé parce que moi, en tant que théologien, je dis exactement l'inverse. Parce qu'avec l'Épître aux Hébreux ou avec le livre du Lévitique, on dit que nous sommes tous étrangers, tous résidents temporaires, que la Terre appartient à Dieu, d'un point de vue théologique. C'est une manière de dire que nul ne peut s'en prévaloir. Et je pense qu'il y a là quelque chose qui, évidemment, structure notre réflexion sur le rapport que l'on a aux migrations. Et puisqu'on a parlé de ce pacte européen qui vient d'être voté, je voudrais juste faire quelques citations de sa présentation, essayer de vous faire entendre ce qui peut être pour nous un étonnement, voire une inquiétude. Donc, je cite les motivations. Établir un cadre qui traite tous les aspects de la gestion de l'asile et de la migration. Très bien. Enfin, très bien, je n'ai pas de bons points, de mauvais points à donner. Hein. Combattre les abus et mieux soutenir les États membres les plus touchés. Mais les deux suivants me posent question. Rendre le système plus efficace et plus résistant aux pressions migratoires. C'est là où je me dis qu'on est quand même en train de créer une forteresse. Et puis, supprimer les facteurs d'attraction ainsi que les mouvements secondaires. On a l'impression qu'il y a une politique menée pour mettre un terme aux migrations et de faire en sorte que plus personne n'ait envie de venir en Europe. Non, mais ça, c'est une présentation, je dirais, un peu biaisée. D'abord, ce sont les 4 phrases de présentation de l'Union européenne. Une interprétation. Bien évidemment, il n'y a pas citation. Oui, il n'y a pas d'étrangers sur Terre, mais il y a des communautés humaines qui s'organisent. Voilà. Et c'est ça la difficulté. C'est comment on passe du fait qu'on appartient à une commune humanité à une commune humanité qui s'organise. Voilà. Et la particularité de l'Europe, c'est justement d'être une commune humanité qui est globalement accueillante. Alors on peut discuter de cette ampleur de l'accueil, mais elle est globalement accueillante. Et je le redis, la preuve de cet accueil, c'est la diversité humaine qui ne cesse de s'amplifier en Europe et dans l'Union européenne, alors que dans le même temps, la particularité des pays de départ, c'est le rétrécissement des diversités culturelles et humaines. Hein. Je veux dire, c'est la disparition des communautés juives dans un certain nombre de lieux, c'est la disparition des chrétiens d'Orient, c'est le refus
de cette idée que un vaut un, et c'est la question par exemple du statut juridique des femmes dans un certain nombre de pays, et donc la particularité de l'Europe, c'est d'être ouverte, mais cette ouverture ne veut pas dire l'absence totale d'organisation. Je vous ai redonné les chiffres, on peut les prendre sur de la longue durée. La particularité de l'Union, c'est de ne pas être une forteresse. Et la particularité du continent européen, et c'est démographiquement établi, c'est de pas d'être une forteresse. Et non seulement ce n'est pas une forteresse, mais c'est un continent envié et c'est une union enviée. Je reprends par exemple quelque chose que je prends souvent. Quand le 15 août 2021, les talibans rentrent malheureusement à Kaboul, l'ambassade de Russie et l'ambassade de Chine restent ouvertes. Aucun Afghan ne se précipite à l'ambassade de Chine ou à l'ambassade de Russie pour y demander l'asile. Aucun. Et nous avons revu ces images que nous avions vues auparavant et qui me rappellent mon jeune temps et que je ne regrette pas, de ces personnes qui essayent de courir après des avions américains pour essayer de partir. Pour ne pas rester. Et donc, c'est ça la difficulté. Et donc, bien évidemment, on appartient à une commune humanité, mais la difficulté que nous avons, c'est qu'il y a une organisation mondiale du monde dont on ne maîtrise pas l'ensemble des ressorts, et la crainte qui n'est pas illégitime, c'est que dans la dérégulation, en particulier liée à la mondialisation, il n'y ait pas une remise en cause profonde d'acquis sociaux et sociétaux qui sont le fruit de combats de longue durée des générations passées et de la volonté de les maintenir aujourd'hui. Et c'est ça la difficulté de la problématique. Et donc, on ne peut pas simplement la résoudre en disant « bah oui, personne n'est étranger sur Terre ». Oui, bien sûr, personne n'est étranger sur Terre, mais en Chine, être étranger, ce n'est pas la même chose qu'être étranger en Europe. Et en même temps, vous reconnaissez une moins grande attractivité de la France. Vous dites qu'il y a certes un désir de France chez nos anciennes colonies, mais au fond, il y a quand même beaucoup de mouvements migratoires qui ont souhaité traverser la France et aller plutôt du côté de la Grande-Bretagne, indépendamment des anciennes colonies, justement parce que, alors moi je ne parlerai pas de dérégulation, mais de déréglementation, notamment sur la question du marché du travail, avec la possibilité d'avoir des petits jobs, donc de la précarité, mais au fond, est-ce que la France qui refuse qu'un clandestin puisse travailler ne le fait pas exprès pour se priver de ces personnes-là, en fait? Alors, il y a deux choses. D'abord, la France est un des rares pays de l'Union à avoir une procédure de régularisation au fil de l'eau. C'est-à-dire, on fait à peu près 30 000 régularisations par an, ce que ne font pas d'autres pays qui privilégient, et je crois que c'est une erreur par rapport à notre dispositif, à un moment donné, des procédures de régularisation plus ou moins massives au bout d'un certain nombre d'années, etc. Je pense que l'idée de la régulation ou de la régularisation à partir du moment où les personnes sont là entre 3 et 5 ans, ont des enfants scolarisés, me semble plutôt une bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas prendre les migrants pour des benets, c'est-à-dire que les gens savent très bien où aller en fonction de l'appréciation qu'ils ont de leur qualité propre et de l'appréciation qu'ils peuvent avoir des pays possibles de destination. Alors, dans les pays possibles de destination, ils peuvent être trompés par la publicité mensongère des passeurs, etc. Mais ce qui est exact, c'est que pendant plusieurs années, eh bien, il y avait plus de perspectives d'emploi en Allemagne qu'en France. Et donc, les Syriens allaient en Allemagne et pas en France. Et ça ne veut pas dire que la France les refusait, mais ça veut dire d'abord qu'il y a une longue tradition d'immigration dans les pays germaniques de personnes venant de ces horizons, en Autriche, enfin bon, il y a une histoire commune qui est différente de la nôtre, et puis il peut y avoir des facteurs de dérégulation interne dans les sociétés, et c'est le problème de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est 700 000 nouveaux titres de séjour, en 2023, et en même temps, c'est cette pression sur Calais avec 30 000 personnes qui passent la Manche. Mais l'Angleterre est un système de dérégulation qui fait que les gens peuvent vivre
de manière assez misérable, disons les choses, hein, dans quelque chose qui est même de l'ordre du développement séparé. Hein. Il ne faut jamais oublier que les Anglais, avec les Hollandais, ils ont quand même inventé l'apartheid au sens propre du terme, hein, et dans des conditions sociales qui sont les petits jobs, etc., que nous n'acceptons pas parce que nous avons une inspection du travail, parce que nous nous sommes battus pour que le patron n'exploite pas, même s'il le fait en partie, n'exploite pas la main-d'œuvre. Et ce qui est vrai et ce qui m'énerve un peu, c'est que dans les débats sur la régularisation de tous les sans-papiers, comme je peux l'entendre, par exemple, du côté de la CIMAD, eh bien, si vous voulez, il y a en même temps la déstructuration du salariat, si vous voulez. S'il s'agit bien évidemment de favoriser les livreurs de sushi pour les bourgeois bohèmes des cœurs de ville, etc., mais c'est une déstructuration du salariat et qui avantage le patronat ou une partie du patronat. On peut le voir aussi dans la restauration, on pourra y revenir. Donc il faut de la main-d'œuvre quand on en a besoin. Hein. Il n'est pas sûr du reste qu'on en ait autant besoin que ça, parce qu'on ne peut pas avoir une discussion pour expliquer que l'intelligence artificielle est en train de bouleverser complètement les modes de production et considérer qu'il faut absolument faire venir des millions de travailleurs. Il y a quelque chose qui est un peu bizarre dans les discussions. Et par ailleurs, il ne faut pas faire fi du fait que, historiquement, les libéraux patronaux ont toujours été pour une sorte d'abolition des frontières parce qu'ils y avaient intérêt en termes d'exploitation de la main-d'œuvre. Il y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est que ces personnes qui arrivent après avoir pris tous les risques finalement, qui arrivent après avoir traversé les mers, les déserts, après avoir pris des embarcations toutes plus invraisemblables les unes que les autres, après avoir mené un projet en quelque sorte, ne sont pas considérés comme des personnes capables de certains accomplissements. Et au fond, on a là des personnes qui ont montré des capacités, qui ont montré de la ténacité, de la volonté, du dynamisme. Ce sont des personnes qui, en fait, sont très employables, manifestement. Et ces personnes-là, on leur dit « pas vous ». C'est ça qui est assez étonnant. D'abord, il y a deux choses. D'abord, il ne faut pas confondre les difficultés d'intégration que nous avons avec une part de l'immigration avec l'ensemble du processus d'immigration qui est aussi un processus d'intégration. Et on le voit de manière symbolique. On a eu une ministre de la Justice dont le prénom était Rachida, on peut penser ce qu'on veut, mais c'était ça la réalité. Une ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Najat, et je pourrais multiplier les exemples. Donc on a une intégration qui se fait, et on ne peut pas le nier, et c'est quelque chose qui existe. La deuxième chose, c'est que la difficulté d'intégration, elle a été accentuée en France par la désindustrialisation, c'est-à-dire par le choix fait au début des années 80 de la financiarisation de l'économie qui a abouti à la destruction massive d'emplois et en particulier d'emplois industriels. Or, le travail était le lieu de l'intégration. Grâce au mouvement ouvrier, grâce aux organisations syndicales, grâce au christianisme social qui était là, présent, etc. En perdant cette base-là, on a perdu des capacités d'intégration. Et la difficulté que nous avons, c'est qu'en même temps qu'on l'a perdu, sont arrivés en France, pour une partie d'entre eux, des personnes peu ou pas qualifiés, parce que les dirigeants d'un certain nombre de pays n'ont pas misé sur la scolarisation, sur l'élévation du niveau de qualification des compétences. Et la difficulté, je dirais, peut-être pour faire une transition, c'est que, bien évidemment, on est tous ici des humanistes, et sans doute pour beaucoup, des humanistes plutôt à gauche. La difficulté du débat sur l'immigration, c'est que ce que j'ai appelé l'anarchie, enfin, le sentiment d'anarchie dans l'immigration, de chaos du monde, voilà, plutôt de chaos du monde. Eh bien, ce chaos du monde, il est la projection de défaites historiques de la gauche. Et c'est quoi ces défaites historiques de la gauche? C'est l'échec des mouvements d'émancipation de l'autre côté de la Méditerranée. Quand je vous dis que la première nationalité qui traverse l'Algérie, eh bien, si vous voulez, pour des gens qui, au lycée, expliquaient que l'autogestion en Algérie, il faudrait savoir si ça ne peut pas être appliqué en France, eh bien, c'est un échec majeur. Voilà, c'est ça. On peut y rajouter de manière sur la longue durée. Je vous ai parlé des Albanais, des Géorgiens, on peut penser à d'autres nationalités. C'est quoi? C'est l'échec de la révolution russe.
hein, et le fait que la chute du mur a entraîné le développement d'un libéralisme outrancier qui a même déstructuré ce qui pouvait y avoir de positif dans ces sociétés. Les premières nationalités qui arrivent en Espagne en termes d'immigration, puisque je vous ai dit que chaque pays avait ses immigrations en fonction de liens historiques. Les premières nationalités d'immigrants en Espagne, ce sont des latino-américains. Parmi ces latino-américains, ce sont les vénézuéliens. C'est quoi le Venezuela? C'est le dernier échec, si vous voulez, d'espérance portée par une partie de la gauche. Je ne la partageais pas, mais c'est quand même ça qui a été vendu. Et qu'est-ce qui se passe en Amérique latine? Et qu'est-ce qui se passe du côté des États-Unis? Quand on voit tous ces Cubains qui continuent à partir aux États-Unis, si vous voulez, symboliquement, que voient les gens? Vous parlez d'espérance. Que ceux qui ont porté des espérances laïques se sont profondément trompés. Voilà, c'est ça qui est en jeu, et c'est pour ça que la discussion elle est difficile. Et on pourrait les multiplier. Le rétrécissement de la diversité humaine, culturelle, sociale et même politique en Algérie, hein, elle est liée à quoi? Elle est liée au choix du FLN, hein, de dire que 1 ne vaut pas 1 et qu'on est algérien parce qu'on a 2 grands-parents algériens, ce qui a obligé même les juifs d'Algérie qui n'avaient pas la nationalité française, parce qu'ils n'étaient pas inclus dans le décret Crémieux, parce que c'était les juifs du Sahara, à partir, hein, et à partir vers la France, et on pourrait multiplier les exemples, enfin, je veux dire, et c'est ça la difficulté. Et donc, comment on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on dit simplement, oui, on est tous ouverts, ici, présentement, au fait que tous ceux qui sont victimes des dérèglements du monde, hein, peuvent avoir l'Europe comme arche de Noé, hein, qui va accueillir l'ensemble? C'est un peu compliqué parce que l'arche de Noé, à un moment donné, il faut qu'elle va quelque part. Voilà, elle ne reste pas statique. Voilà, elle a l'idée de l'espérance, hein, avec, voilà. Elle flotte, mais on ne peut pas dire qu'elle soit très dirigée, cette arche de Noé. Non, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui est de nouveau de la terre ferme, dans lequel on peut reconstruire quelque chose. Voilà, et nous, on est là, et il n'y a pas et on ne changera pas de continent. Néanmoins, quand on pense justement migration, on pense aussi à l'avenir avec les migrations peut-être pour des causes climatiques. Moi, je suis toujours un petit peu sur le retrait quand on me dit ça va être là aussi la submersion. À mon avis, les migrations vont se faire dans les territoires voisins. Il ne va pas y avoir un grand panachage du sud vers le nord. Vous avez raison, il y a 2 choses. D'abord, on connaît déjà historiquement des migrations climatiques. Les moussons ont toujours entraîné des migrations climatiques. Mais ce qui est assez étonnant dans ce débat sur la migration climatique qui est utilisé en disant regardez, il faut bien qu'on ouvre puisqu'ils seront obligés de venir. Il y a cette idée que nous, on ne sera pas touchés par le dérèglement climatique. Enfin, il suffit de voir les inondations dans le Pas-de-Calais pour comprendre qu'on a un problème et que le problème, il est aussi chez nous. D'autant que je rappelle que le pôle Nord fond plus vite que le pôle Sud. Et donc ça fait partie des données. Et que s'il y a vraiment une montée de la mer, ce qu'on ne souhaite pas, on aura la question des Hollandais, de certain nombre donc l'idée que... C'est la même idée de l'arche de Noé, si vous voulez. Il y avait l'idée, on est l'arche de Noé, nous on flottera alors que tous les autres seront submergés par la montée des eaux. Non, on ne flottera pas. Voilà. Et donc, du coup, il faut partir du principe que l'humanité peut résoudre les questions qu'elle se pose et qu'on a encore de quoi essayer de limiter le réchauffement climatique. Voilà, c'est pour citer Marx, hein, puisque c'est Marx qui disait que l'humanité ne se pose que les questions qu'elle peut résoudre. Alors, justement, pour faire la transition, on arrive maintenant à la question de l'intégration. Les textes bibliques sont assez mitigés sur la question de l'intégration. On a des rédacteurs bibliques qui disent il ne faut pas se mélanger, pas de mariage mixte, rien. Il faut que ceux qui reviennent de Babylone restent entre eux et que les Judéens qui sont restés à Jérusalem restent entre eux. Autrement dit, c'est intéressant parce que le terme guerre, au pluriel guerim, qui donne l'étranger, c'est traduit par métékoi, évidemment, c'est les métèques. Hein. Dans les textes bibliques, on a les métèques. Mais on a aussi ceux qui vont se dire, au fond, on ne peut pas vivre sans intégration. Et il y a cette parabole de Jésus qui est assez étonnante, on ne peut pas mettre une pièce neuve sur un tissu ancien. Et on peut se dire, est-ce que Jésus n'est pas en train de nous dire, non, chacun de son côté, et tout le monde sera bien gardé? Moi, il me semble qu'en fait,
c'est un texte qui dit il ne peut pas y avoir d'assimilation, il ne peut y avoir que de l'intégration, et à la condition que la société se détricote pour se retricoter avec la nouvelle pièce. Est-ce qu'en France, on n'est pas encore avec cette idée qu'il faudrait de l'assimilation plutôt que de l'intégration? Et est-ce que ça ne serait pas une des causes de notre échec? Écoutez, il y a une discussion très ancienne sur le vocabulaire, immigration, intégration. Écoutez, on est en Gaule et, si vous voulez, enfin, même en France. Enfin, on est en Gaule, mais j'ai pas vraiment une tête de Gaulois. Et vous non, mais voilà, mais je veux dire, mais c'est historique. Je veux dire, les Alsaciens sont pas exactement des Corses dans leur comportement immédiat, culturel, et les gens d'Occitanie sont pas exactement les mêmes que les Bretons. Je veux dire que on n'a jamais demandé aux personnes d'éradiquer d'éradiquer leurs différences culturelles. C'est pas ça l'enjeu. Voilà. Depuis la Révolution française, l'étranger, c'est celui qui ne participe pas du pacte civique. C'est ça qui fait l'étranger au moment de la Révolution française, c'est-à-dire au moment où on invente aussi, où on met en place aussi la question de l'asile pour les combattants de la liberté. C'est pour ça qu'Anarchis Claus peut être député de la Constituante, et c'est pour ça que Thomas Paine peut être député des Français, parce qu'il participe au pacte civique. Nous, notre difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a une partie de l'immigration qui refuse le pacte civique. Pourquoi ils refusent le pacte civique? Parce que, d'une certaine manière, pour paraphraser Danton, puisque je parle de la Révolution française, eh bien, on ne peut pas emmener sa patrie à la semelle de ses chaussures, mais on y emmène sa culture. Et que la difficulté que nous avons, c'est l'écart culturel qui s'est agrandi entre les pays de départ et nous. Voilà. Et là, on a un problème. Et alors, j'ai expliqué pourquoi ça s'est agrandi, parce qu'il y a les échecs des espérances laïques et qui ont laissé place pour une partie de l'immigration, et il faut dire les choses telles qu'elles sont, les immigrations, il faut toujours les prendre au pluriel, à la fois au pluriel du point de vue des singuliers, mais au pluriel du point de vue des groupes, eh bien, ne posent pas les mêmes problèmes. Et que, bien évidemment, quand on a des minorités qui pensent qu'en tuant son voisin, on va au paradis, ça pose problème. Voilà, on a un problème d'intégration. Voilà, et on le sait particulièrement, par exemple, parce qu'on voit ressurgir des choses qu'on n'aime pas, parce que historiquement, nous-mêmes, on n'est pas blanc-bleu dans cette affaire, c'est la remontée de l'antisémitisme, par exemple, avec le fait que la France est un des pays où on tue les Juifs. Je veux dire, c'est quand même un problème. Mais oui, enfin, on ne peut pas non plus dire que tout migrant est potentiellement le tueur de son voisin. Mais c'est absolument pas ce que j'ai dit. C'est pour ça que. Mais par contre, ce que je me demande, c'est. C'est un provocateur, monsieur le pasteur. Il faut bien l'être un peu. Mais est-ce que finalement, l'un des problèmes, c'est que justement ces personnes qui arrivent en France pour s'y installer ne vont pas jusqu'au bout de leur migration? C'est-à-dire qu'elles finalement, elles restent attachées à leur pays de départ. D'autant plus facilement que maintenant, avec les moyens de communication, on reste en lien, en visioconférence, téléphone, très facilement. Il y a bien sûr les pays qui font en quelque sorte une politique je ne dis pas d'infiltration, mais ça pourrait être presque ça finalement, en ayant une sorte de police à l'extérieur pour vérifier que les communautés restent bien entre elles. Mais est-ce que finalement, l'exemple d'Abraham n'est pas justement de couper les ponts? Et est-ce que ce n'est pas cela qui serait souhaitable et qui nous fait un peu défaut? Alors, souhaitable, si vous voulez, enfin, c'est un peu compliqué, mais ce qui est vrai, c'est que quand, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, un Allemand allait en Argentine, il devenait hispanophone et il écrivait une lettre tous les 6 mois en espérant que la lettre arrive, et il ne repartait pas en vacances tous les étés en Allemagne. Il allait au Brésil, voilà, il devenait lusophone, et il allait aux États-Unis, il devenait anglophone. Et donc, il y avait effectivement l'idée de la coupure avec quelque chose qui obligeait, dans le processus d'intégration, à faire. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'était sans douleur. C'est pas ça que je dis. Mais dans ce processus, c'est vrai, d'arrachement, il y avait une sorte d'obligation. Avec aussi des communautés qui pouvaient aider ou pas. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons effectivement des pays
qui ont aujourd'hui des capacités techniques et des capacités d'influence ou des volontés d'influence sur certaines parties de ceux qui ont migré à partir de ces pays pour dire vous devez maintenir une idéologie ou une mentalité qui doit rester antagonique avec votre pays d'accueil. L'exemple type, c'est la Turquie. La Turquie, c'est un pays structuré, développé, qui a une capacité de projection à travers la télévision, etc. Et que dit le président Erdogan? Il dit l'assimilation ou l'intégration est un crime contre l'humanité, et donc il l'organise sciemment. Et en plus, il l'organise d'autant plus sciemment qu'il y a des aspects démocratiques avec la Turquie et que le vote de sa diaspora est important pour lui pour pouvoir maintenir sa direction politique. Puisque je rappelle par exemple qu'aux dernières élections nationales, eh bien, les Turcs de l'étranger qui ont voté beaucoup plus Erdogan que les Turcs en Turquie. Voilà. Mais on peut rajouter d'autres modèles qui sont aujourd'hui qui projettent aujourd'hui leur système, et parce qu'ils en ont les moyens économiques, financiers, et du reste nous-mêmes, on les accepte. Enfin, on peut s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Sauf qu'on n'est plus dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a une capacité de projection culturelle qui peut être à un moment donné antagonique avec ce que nous sommes et qui peut malheureusement influencer des minorités plus ou moins fortes en fonction des pays. Reste qu'il y a un processus d'intégration et que les difficultés d'intégration ne concernent qu'une minorité, je tiens à le redire, mais une minorité qui peut être très compliquée. Est-ce que vous avez un peu une idée de l'espérance que nourrit le corps préfectoral en France par rapport à l'intégration des personnes? Je vous dis ça parce que, pas le préfet actuel, mais l'un des préfets précédents me disait que j'étais bien gentil de croire que les migrants pouvaient être éduqués, apprendre le français, mais qu'en fait non, ils n'en avaient pas envie. Non, mais ça, je suis pas d'accord. D'abord, il y a une partie des migrants qui parlent déjà le français, même si dans les zones historiques de la francophonie, on peut avoir une perte du français. Je reprends l'exemple du Maghreb. Voilà. La deuxième chose, c'est que notre difficulté, c'est qu'on a l'immigration, malgré elle, d'une certaine manière, sert de révélateur à des difficultés sociales qui concernent l'ensemble de la population. Voilà. L'année dernière, par exemple, on a donné le titre de réfugié à peu près 50 000 personnes. Bon, 50 000 personnes, eh bien, quelle est leur difficulté première? De deux choses. C'est l'accès à l'indépendance à travers le logement. Or, nous subissons tous la crise du logement. Le problème du pouvoir d'achat en France aujourd'hui, il est particulièrement véhiculé par la question du logement et de la part, quand on n'est pas héritier, qu'on est obligé de consacrer dans les revenus au fait de se loger. Voilà. Et donc, ça accentue les difficultés parce qu'il y a la nécessité de trouver les choses avec, malheureusement, l'obligation d'avoir un toit la nuit et l'acceptation par une partie des migrants de conditions de vie indignes, mais qui, dans cette indignité qui leur est imposée, eh bien, finit par être une indignité collective pour l'ensemble de ceux qui les entourent. J'ai été 4 ans préfet en Seine-Saint-Denis. Je peux vous dire que la copropriété dégradée, eh bien, c'est un problème majeur qui ne touche pas simplement ceux qui sont là, mais qui touche l'ensemble de l'entourage. Et la deuxième chose, c'est l'emploi. Voilà. On a une part des immigrés qui viennent de pays déstructurés sur de la longue durée. On peut penser aux Afghans, etc. Or, on a perdu les emplois peu ou pas qualifiés. Et je pourrais dire, en termes de provocation, puisque j'ai été préfet en Seine-Saint-Denis pendant 4 ans, on a fermé les usines automobiles en Seine-Saint-Denis, on les a ouvertes au Maroc et en Algérie, et en même temps, nous viennent du Maroc et de l'Algérie les perdants de ces systèmes et qui sont les moins éduqués pour des raisons sociales, pour des raisons de choix aussi des dirigeants. L'alphabétisation des pauvres en arabe, eh bien, a été un frein à l'intégration d'une partie des populations dans le système de production tant en Algérie qu'en France, puisque les élites algériennes, elles ont toujours envoyé leurs enfants dans des écoles françaises ou en français. Je veux dire,
Je disais que les élites de ces pays ont toujours scolarisé leurs enfants en français, hein, alors qu'ils ont imposé l'arabe aux pauvres. Hein, voilà, et qui du coup, eh bien, payent cette alphabétisation en arabe. Hein, et donc, on a une partie de ceux qui viennent qui sont les perdants de ces systèmes. Or, notre système productif, eh bien, sa particularité, c'est de faire disparaître les emplois peu ou pas qualifiés. Hein. C'est l'automation des caisses dans un certain nombre de grandes surfaces, hein, on y va, c'est certes ouvert le dimanche, mais il n'y a plus de caissiers ou il n'y a plus de caissières, hein, et on pourrait rajouter les choses. Et enfin, on me dit tout le temps, oui, mais il y a des nécessités, par exemple, d'aide à la personne. Oui, mais l'aide à la personne, hein, et là, c'est dans les structures d'emploi ou d'immigration, eh bien, on ne confie pas ses parents à n'importe qui. Il y a un problème de rapport, hein, de confiance culturelle qui se fait malheureusement pas, à tort peut-être, pour une série d'immigrants. Je veux dire que 90% des Afghans qui viennent en France sont des jeunes hommes. Voilà. On a du mal à les insérer dans l'aide à la personne alors qu'on a un besoin d'aide à la personne. Voilà. C'est peut-être pas légitime comme réflexe, mais c'est ça le problème. Voilà. Et en même temps, on n'a pas l'usine automobile où on peut les mettre en emploi. Et donc, toute la question, c'est d'arriver à former les gens. Ça prend du temps, de les former en français, de les former aux emplois manquants. Mais ça suppose une base de départ qui est très faible. Je veux dire, on a beaucoup de non-lecteurs, non-scripteurs. Un non-lecteur, non-scripteur, pour lui apprendre le français, c'est plus compliqué que quelqu'un qui maîtrise déjà sa langue et qui sait l'écrire. Bon, donc, français langues étrangères dans toutes les paroisses de France. Le travail crée de l'emploi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un troisième élément qui est un petit peu en déliquescence en France, c'est les corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'on a quand même eu des politiques qui se sont largement passées de tout ce qui est syndicat. Les colonies de vacances, le scoutisme est un petit peu en recul. Est-ce que ce ne sont pas autant d'éléments qui empêchent une bonne intégration parce qu'au fond, ça faisait du maillage, ça faisait de l'intégration? Non, mais c'est ce que j'ai dit à un moment donné, c'est-à-dire quand j'ai parlé du mouvement ouvrier, des organisations syndicales, c'est ça. Mais parce que tout ça a été porté par de la générosité humaine qui ne pouvait être qu'adossée qu'à de l'espérance. Alors voilà, peut-être que s'il y a la CIMAD, c'est parce qu'il y a encore de l'espérance. Peut-être que s'il y a le Secours catholique, c'est qu'il y a encore de l'espérance. Mais les organisations syndicales, le Parti communiste a joué pendant très longtemps a été un élément moteur de l'intégration. On ne peut pas comprendre, par exemple, le développement du Parti communiste dans les années 30 si on ne voit pas à quel point il a intégré des Italiens, des Espagnols, des Juifs d'Europe de l'Est, etc., et qui l'ont aidé à se structurer. Mais en même temps qu'il l'aidait, ça participait de la conflictualité sociale, hein, et donc tout ça, c'est effrité, si vous voulez. Et on le sait d'un point de vue scolaire. Hein, on sait bien, par exemple, que même les gens les plus généreux, les plus engagés, à un moment donné, eh bien, au moment du collège, eh bien, ils désectorisent leurs enfants. Voilà. Alors, bien sûr, hein, ils peuvent être à RESF, mais au moment du collège, ils les envoient ailleurs. Hein, alors, pas tous, etc. Mais enfin, François Dubay a beaucoup écrit là-dessus, hein, le sociologue de l'éducation nationale. Et c'est ça la difficulté. Donc, tout ça, c'est effrité, mais parce que les coûts pris ne sont pas simplement des coûts électoraux, c'est des coûts, je dirais, psychiques, enfin, je veux dire, psychologiques, politiques. Il y a eu des erreurs profondes et qui sont peut-être en train d'être refaites. Hein, par une partie de la gauche. Hein. Enfin, moi, je vois ça, il suffit de voir ma fiche Wikipédia pour comprendre un peu, comme vous dites, ce que je pense, mais qui n'est pas faite par moi, du reste. Mais il y a une sorte de renouveau de pensée stalinienne. Hein, je veux dire, or, le stalinisme nous a coûté très cher. Hein, je veux dire, je vais peut-être un peu m'énerver, monsieur le pasteur, mais enfin, moi, pendant des décennies, on a expliqué que la manière dont on lutte dit quelque chose de la société qu'on veut construire. Voilà. Quand on a des dingues qui rentrent dans un pays, qui éventrent, qui violent, etc., on ne peut pas dire qu'ils participent d'un mouvement d'émancipation. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, il fallait soutenir Pol Pot. Voilà. Le problème, c'est quand on considère que tout le monde est de cet acabit, en fait.
Je ne dis pas que tout le monde est... La question, c'est les corps intermédiaires. Ouais. Je dis l'écroulement des corps intermédiaires, il s'explique par le fait que les gens ont été dévitalisés. Pourquoi ils ont été dévitalisés? Parce qu'à un moment donné, il y a eu des erreurs profondes. Voilà, et que ces erreurs profondes, on finit par les payer. Les erreurs profondes, c'est de ne pas avoir compris complètement la dynamique de certains mouvements d'émancipation ou d'avoir été trompé par les dirigeants de ces mouvements d'émancipation, trompés par eux. C'est-à-dire qu'on les a aidés et ils ont fait l'inverse de ce que nous souhaitions. Voilà, l'inverse de ce que nous souhaitions. Moi, j'ai manifesté contre la guerre du Vietnam. Je ne peux pas dire que ce qu'a fait le Parti communiste vietnamien, une fois qu'il a pris le pouvoir, soit quelque chose dont je sois fier. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas lutter pour arrêter les bombardements, mais ça veut dire que le coût payé à la fin est quand même un peu compliqué. Et dans la symbolique, je rappelle quand même que ce qui dirige la Chine, qui est le continent de la dérégulation, où on n'a pas de sécurité sociale comme en France, etc., eh bien, c'est un truc qui s'appelle le Parti communiste chinois, voilà, et qui a un stand tous les ans à la fête de l'humanité. Comment les gens peuvent s'y retrouver? Ils nous regardent et puis ils disent, vous êtes complètement... Vous savez plus où vous habitez. Au mois de juin dernier, il y avait ici Fabien Roussel. Il semblait avoir quelques distances vis-à-vis du Parti communiste chinois, et même grec, en fait. Bon. Oui, c'est pour ça que la question du stand à la fête de l'humanité pose problème. Alors maintenant, la parole va être à vous. Pascal, notre secrétaire, va passer au milieu de vous. Il suffit de lever la main pour indiquer que vous souhaitez prendre la parole. Il y a dans nos textes bibliques des personnages assez mystérieux, ce sont les anges. En fond, les anges, ce sont des personnes que l'on rencontre et qui nous permettent de prendre une nouvelle orientation, qui permettent de pouvoir aller dans le sens de l'intérêt général, peut-être. Est-ce qu'il y a des anges dans la République? Est-ce qu'il y a des rencontres qu'il faudrait essayer de favoriser? Je pense que les rencontres sont vraiment décisives pour qu'il y ait une bonne intégration. Quel genre de personnes faudrait-il mettre en relation? Non, mais d'abord, les fonctionnaires sont des êtres humains comme les autres, avec leurs forces et leurs faiblesses, avec des caractéristiques. Alors en fait, je pensais par exemple pour nous, est-ce qu'il y a des situations que nous pouvons créer, organiser pour favoriser l'intégration? Comment être ange pour les autres? Non, mais comment d'abord, vos assemblées, et je le sais, comme d'autres, aident beaucoup à l'intégration. Je sais parfaitement qu'il y a des dizaines, si ce n'est des centaines de familles qui accueillent, accompagnent dans le monde protestant. Il y a JRS du côté des catholiques. On travaille beaucoup, par exemple, avec Sant'Egidio, avec ce qu'on appelle les couloirs humanitaires. Le couloir humanitaire, où à chaque fois les personnes sont accueillies dans les familles, etc. Ce qui est sûr, c'est que ce qui joue positivement, c'est à la fois la proximité et de sortir des grosses agglomérations. Il faut sortir des grosses agglomérations. Et Paris, comme du reste Marseille, ne sont pas des lieux spontanés où on peut s'intégrer facilement, alors qu'on peut montrer son utilité sociale, et c'est la volonté de ceux qui sont accueillis dans des zones où il y a, d'une certaine manière, plus de besoins. Mais pour ça, d'une certaine manière, il faut aussi sortir d'un vocabulaire qui est à la fois misérabiliste et qui ne prend plus en considération l'utilité sociale que peut avoir une personne. Moi, je le dis très, très clairement, passer son temps à parler d'exilés ou de migrants, eh bien, n'est pas positif. Je préférerais qu'on parle de travailleurs immigrés parce que c'est ça qui avait un sens. Et je reste avec cette idée que c'est par le travail et par la solidarité que Fabien Roussel pourrait appeler de classe, qu'on peut plus faire les choses que dans une sorte d'humanisme où on a l'exilé, etc. Voilà, et ça nous fait plaisir, etc. Nous, on les appelle chers frères et sœurs. Allez, la parole est à vous.